Salut mes petits loups, c'est Sunone Wolf. Aujourd'hui, on va parler de la plus grande théorie de l'histoire de l'humanité. Parce que oui, on est vendredi. Et qui dit vendredi dit théorie. Sauf si la vidéo sort le samedi. Alors dans ce cas-là, ça serait les samedis théorie. Parce que oui, tous les vendredis, on fait des théories One Piece ici chez Perspective Animée. Ok, non, je pense que c'est la première qui sort. C'est la première théorie qui sort depuis plusieurs mois, mais on va faire semblant que les vendredis, c'est les journées théorie chez Perspective Animée. Donc aujourd'hui, on va parler de la plus grande théorie qui ait jamais existé. Et qui dit théorie dit... Oui, vous l'avez deviné. Quand on parle de théorie, il faut sortir la calculatrice parce qu'on va faire des calculs scientifiques qui vont déterminer l'issue de tout One Piece. Vous avez des questions, n'importe quelle question par rapport au manga. Que vous voulez savoir pourquoi Brook a un afro, je vais vous le dire. Vous voulez savoir pourquoi Thriller Bark s'appelle Thriller Bark, mais je vais vous le dire aussi, ok? On va découvrir tout, tout, tout sur One Piece. Ok? Vous voulez avoir le design exact de à quoi va ressembler Elbaf quand on va la visiter, et le chapitre même dans lequel on va le découvrir? Eh bien, je vais vous le dire ici. Toutes les questions seront répondues parce que l'univers en a besoin. Même, vous pouvez poser n'importe quelle question dans les commentaires. Et regardez jusqu'à la fin de la vidéo, et vous allez voir, cette question va être répondue. Si elle n'est pas répondue, c'est parce que vous avez mal écouté. Donc, on va faire la plus grande théorie de l'humanité. Mais pour ça, j'ai le regret de vous informer que si vous n'êtes pas à jour dans One Piece, je dois vous demander de quitter la vidéo. On va parler de certains spoilers quand même assez poussés. Et je ne peux pas me permettre de spoiler quelqu'un. Et donc, pour cette raison, je vous invite à quitter la vidéo. Je m'en excuse, mesdames et messieurs. Donc, je m'excuse vraiment au monde qui ont pas la chance d'être à jour dans le manga. Donc, ok, maintenant que les clowns qui sont pas à jour sont partis, non, okay. Chaque personne lit en son temps. Et si une personne veut pas être à jour, c'est son choix, puis il faut le respecter. Donc, maintenant que ça c'est dit, je dois faire un avertissement. La vidéo, elle va tourner surtout autour de l'éveil de Luffy. Mais, et ce que cet éveil a inspiré en moi pour créer cette théorie par rapport à l'Aftel, donc par rapport au futur du manga. Hein. Donc, oui, on va donc parler de comment le pouvoir de Luffy va inspirer l'île finale de One Piece, l'Aftel. Et pour ça, il faudrait que je parle un peu plus en détail de l'éveil de Luffy. Et que je sais que la vidéo parle du royaume de la science, que je veux parler de l'Aftel, que je veux parler de toutes les issues de One Piece. Mais pour ça, il faut que j'aille parler de Luffy auparavant. Donc, commençons. Donc, comme j'expliquais, la vidéo va tourner surtout autour de l'Aftel, mais je vais pas trop pousser sur, mettons, sur l'aspect historique de l'affaire ou sur l'aspect du trésor. Donc, je vais pas parler de qu'est-ce que le One Piece, qu'est-ce qui s'est réellement passé avec ce royaume, pourquoi ce royaume a été détruit par les 20 royaumes du passé, bon, par les 20 rois du gouvernement mondial. Donc, je vais pas trop m'attarder sur ces sujets-là parce que sincèrement, je pense pas qu'on ait de les informations nécessaires pour en parler. Je pense pas qu'on sache assez sur le gouvernement mondial et qu'on sache assez sur l'histoire du One Piece pour vraiment rentrer en détail là-dessus. Je vais juste parler de l'architecture, de la géologie et de la géographie de l'Aftel. Et pour ça, il faut que je parle donc justement de l'éveil de Luffy. On va parler du roi du soleil, pas du roi soleil, du dieu du soleil, désolé. Donc, on n'est pas ici pour parler de Louis XIV, on est ici pour parler de One Piece.
Quoique, si vous voulez en apprendre sur Louis XIV, eh bien, on peut prendre un petit moment, hein, donc, allons voir. Mon dieu, ça c'était pas prévu dans la vidéo, mais allons voir, allons en apprendre sur Louis XIV. XIV. Le roi soleil. Louis XIV, dit le Grand, ou le roi soleil, né le 5 septembre 1638 au Châteauneuf de Saint-Germain, et mort le 1er septembre 1715 à Versailles, est un roi de France et de Navarre. Voilà, maintenant que ceci dit, retournons à la vidéo. Donc, vous devez être en train de vous demander, mais c'est quoi exactement le lien entre l'éveil de Luffy et le siècle perdu? Entre un fruit du démon, oui, c'est un fruit du démon, Zoan mythologique légendaire, qui détruit l'univers. Mais vous vous demandez c'est quoi le lien entre un fruit du démon et le passé, entre un fruit du démon et l'after. Eh bien, le lien est peut-être pas genre, ultra lié. Je suis pas ici pour vous dire que le fruit en soi est un lien direct avec l'île. Oui, il pourrait y avoir un lien, okay, puis vous allez le voir plus tard dans la vidéo. Mais surtout ici pour vous parler d'inspiration. Okay. Je vais vous parler du passé. Pas du monde de One Piece, mais du passé de notre monde. Et de quelque chose qui a été un peu mal compris en Occident par rapport à la logique derrière One Piece. Donc, quand on parle de l'éveil de Luffy, évidemment, il y a plein d'aspects qui sont extrêmement intéressants. Comme le fait de pouvoir bouger, genre pas bouger, mais de pouvoir transformer son propre corps et le corps de ses adversaires et de tout ce qu'il y a autour dans une espèce de pâte à modeler malléable. Et, tu sais, on a eu des pouvoirs quand même assez intéressants. Luffy est capable de prendre un éclair. Et oui, ça c'est intéressant, mais je pense pas que ce soit ça vraiment. Ce soit pas genre, le pouvoir en soi qui soit intéressant pour cette théorie, mais l'inspiration derrière celui-ci. Parce que oui, il y a l'aspect force qui est intéressant, mais aussi l'aspect de quelque chose qu'on appelle la Toon Force. Donc on va parler surtout de l'esthétique derrière l'éveil de Luffy. Et pour ça, donc je dois vous dire, oui, il y a eu une très grande inspiration de tout ce qui est Looney Tunes, Disney et la Toon Force. Okay? Je suis pas en train de dire que la Toon Force n'a pas influencé Oda, parce que même si c'était pas directement, il y a eu une très grande inspiration derrière celle-ci, donc que ce soit les yeux globuleux, que ce soit la logique complètement déjantée qu'on voit, comme par exemple Luffy qui se fait carboniser, ou Luffy qui est dans les airs et est capable de courir extrêmement vite, juste en bougeant ses jambes. Luffy qui est capable de prendre un éclair, comme je parlais tantôt. Donc oui, on voit clairement qu'il y a une inspiration de cette animation classique américaine, que ce soit Disney, que ce soit les Looney Tunes, Tom and Jerry, okay, puis il y a plein d'autres œuvres qui peuvent être inspirées, qui peuvent avoir inspiré One Piece. Mais je pense que l'inspiration de Oda est un peu plus proche à lui. Et elle est vraiment au Japon. Et elle vient d'un grand homme. Donc je vais vous parler de ce grand homme, évidemment. Donc, comme je disais, il y a un grand homme qui a inspiré Oda. Puis cet homme n'est nul autre que Sami Tezuka, le dieu du manga. Donc, je vais juste prendre un petit moment pour parler de qui est Tezuka. Et vous allez comprendre pourquoi c'est important dans ma théorie. Donc Tezuka, c'est probablement un des plus grands auteurs de l'histoire du Japon. Probablement, alors, c'est un homme qui est surnommé le dieu du manga. Et un des points quand même assez intéressants chez Tezuka, c'est tout l'aspect cartoonesque de ses œuvres. Donc il utilise la Toon Force. Donc je vais juste vous mettre en image quelques images de la Toon Force.
Parfait, donc maintenant que ça a été montré, vous pouvez voir à peu près c'est quoi tout ce que Oda pourrait faire avec Luffy, tu sais. Puis on l'a vu, hein. On a vu Luffy frapper Kaido en plein visage, le poing ressortir en arrière. Et donc, on pourrait se penser que oui, la Toon Forge est directement liée à Luffy, mais cette Toon Forge a inspiré Oda, a inspiré, pas Oda, a inspiré Tezuka. Et vous pouvez voir ici quelques exemples de dessins de Tezuka qui sont clairement aussi des membres du regroupement de la Toon Force. Et oui, les cartoons ont inspiré Yoda indirectement à travers Tezuka. Mais donc, pourquoi je pense que Tezuka doit avoir un lien important avec cette théorie? Eh bien, pour ça, il faut que je vous parle de ses plus grandes œuvres. Ok? Tezuka a écrit plus de 700 œuvres, donc je vais en nommer quelques-unes. Phoenix, Le Roi Léo, Blackjack, Bouddha. Donc, il y en a une qui a particulièrement attiré mon attention. Ok? C'est probablement son manga le plus populaire et probablement un des mangas les plus importants de toute l'histoire, qui est Astro le petit robot. Puis je vous garantis que a lu Astro le petit robot dans le passé. Et je vais vous faire un petit résumé rapide de ce qu'est Astro le petit robot, mais je vais aussi vous mettre un lien dans la description d'une vidéo que nous avions faite ici sur la chaîne sur Astro. Donc, moi et les deux autres petits cochons de la chaîne, on a fait une vidéo sur Astro. J'ai fait aussi d'autres vidéos. On a aussi d'autres vidéos sur Osamu Tezuka. Vous pouvez les retrouver. Elles ont toutes été faites à peu près dans le même laps de temps. Donc, je vais vous mettre celle d'Astro le petit robot. Mais je vais quand même vous faire un petit résumé rapide. Puis vraiment, ça va pas prendre de temps avec Astro le petit robot. C'est un petit robot. Un petit robot humanoïde. Dans un monde futuriste. Puis oui, il y a vraiment tout. Il y a vraiment de tout dans Astro le petit robot. Il y a des. Tu sais, genre, lui, il a des super pouvoirs. Mais pas des super pouvoirs, mais tu sais, il y a de la technologie. C'est une espèce de version, genre. Imaginez, genre, une version un peu Disney d'Iron Man. Qui est un truc de même, Astro le petit robot. Mais vraiment, c'est pas tant un super-héros. C'est vraiment juste un enfant qui est capable de voler. Qui est capable de se battre quelque peu. Et il vit dans un monde futuriste, donc Il y en a un là-dedans, dans ce monde futuriste, qui a particulièrement inspiré mon attention. Donc il y a plein de beaux dessins et plein de mystères à résoudre par rapport au dessin d'Astro le petit robot qui pourrait inspirer Oda. Mais il y en a un qui m'a vraiment fait rêver, puis c'est cette image. Regardez cette île flottante. Qui- Donc, Donc pour cette île-là, faut que je dois rappeler les quatre poneglyphes. Donc oui, on parle d'une île flottante. Puis je suis pas ici pour vous parler d'un truc du style Skypiea. Je parle vraiment d'une île qui a été créée artificiellement pour être envoyée dans le ciel. Et pour ça, il faut qu'on parle des quatre poneglyphes justement. Regardez-moi ça. Ok? C'est pour ça que j'ai besoin de la calculatrice. On va pas faire de calcul. Ben, j'ai besoin de la calculatrice pour parler de mathématiques. Si vous avez un triangle, si vous avez un triangle, c'est extrêmement important. On est capable de trouver le centre du triangle. Et je pourrais pas m'imaginer un monde dans lequel Nami serait pas capable de trouver le centre du triangle avec, avec l'aide avec l'aide de trois polyglyphes. Okay? Nami, elle est assez intelligente pour ça. Si Nami en est pas capable, on a Frankie, okay, qui est un ingénieur. On a Chopper, qui a un putain de doctorat, ok? Ça serait impossible qu'avec juste trois poneglyphes, on soit pas capable de trouver l'emplacement. Puis même, je pense qu'on s'est fait mentir par Oda lorsqu'il met les quatre Road Poneglyphs, ils les mettent tout ensemble, puis ça faisait un carré, puis il y avait le X au centre. Puis oui, c'est intéressant, mais je pense qu'avec trois, ça aurait été suffisant. Alors, pourquoi est-ce qu'on aurait eu besoin d'un quatrième point pour déterminer où se trouve le One Piece? Parce que, check it out. Boum, boum, boum.
tu trouves le centre. Et je sais que poum, 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 le centre des quelque part ici, vous êtes capable de le trouver. Donc si on a le centre ici, avec toi, le roi de Poneglyph, t'es capable de trouver le centre et où. T'es capable de trouver le centre du triangle. Eh bien, c'est parce qu'on manque une information, on manque le quatrième poneglyphe, qui dit pas nécessairement où c'est qu'il se trouve dans le triangle. Mais, si tu vas dans les airs, oui, ça te prendrait une quatrième dimension. Okay, c'est pas en 4 dimensions, c'est juste en 3 dimensions, mais avec 4 points, t'es capable de rentrer en 3 dimensions. Et je pense que c'est là qu'on se trouve. Et c'est là, je pense, qu'il va se trouver le mystère de où se trouve le One Piece. Le One Piece se trouve sur une île céleste. Parce que niaisez-moi que dans un monde comme le One Piece, avec autant de bateaux qui se promènent dans le Nouveau Monde, avec du monde comme Big Mom, Kaido, Barbe Blanche. Puis je sais que Barbe Blanche cherchait pas le One Piece, okay, mais Barbe Blanche, avec des flottes gigantesques. Des trucs comme la marine qui ont probablement la plus grande force en termes de nombre. Un truc comme la Yonta Maria qui a je sais pas combien d'hommes. Et un truc aussi gigantesque a évidemment besoin d'hommes. Évidemment besoin d'être caché. Et niaisez-moi qu'en se promenant dans le Nouveau Monde, il n'y a pas quelqu'un qui peut tomber sur le One Piece en plus de 800 ans. Okay? Une île peut pas être cachée comme ça si c'est pas qu'elle est cachée mystérieusement. Okay? On n'est pas. Puis oui, ça pourrait être un truc dans le style fairy tale dans lequel l'île est genre perdue dans une bulle, donc personne n'est capable de la trouver, mais je pense pas que ce soit le cas, je pense qu'elle va se trouver dans le ciel. Puis là, on va. Évidemment, vous pourriez me dire, justement, si c'est dans le ciel, si c'est au-dessus des nuages, blablabla, comme une île céleste, comme Skypia, si on aurait des ombres qui apparaîtraient de temps en temps, on serait capable de voir genre un truc gigantesque dans le ciel, hein, comme c'est le cas quand on voyait le monde de Chandora, je pense, ou un truc de même qui était dans le ciel et brillait vers le bas. Donc, quand vous voyez ça, on peut se demander, mais comment ça serait possible qu'une île soit dans le ciel? Pourquoi elle serait pas sous la mer? Puis, je suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de chance qu'elle soit sous la mer, mais je pense que ça serait plus intéressant si elle se trouve dans le ciel. Tout simplement à cause de la référence à Astro le petit robot. Mais donc, cette île qui se trouve haut dans le ciel, elle se trouverait pas ou juste au-dessus des nuages comme Skypia. Donc on serait pas en train de voir les nuages. Il faudrait que tu regardes au-delà des nuages, vraiment dans le ciel. Ça serait une île qui serait en orbite par-dessus la Terre, une espèce de satellite créé artificiellement par le royaume de la science. Donc oui, elle se trouve beaucoup plus haut. Genre, je suis pas en train de dire qu'elle se trouve dans l'espace. Okay? On n'est pas en train de parler que, que l'Aftel se trouve sur une lune, ou que c'est une espèce de station spatiale internationale. Je suis en train de parler que l'Aftel se trouve quelque part dans le ciel, au-delà des nuages. Okay? Un peu de la même façon, justement, qu'on avait les Lunariens. Puis ça, c'était pas prévu dans la vidéo d'origine, mais je viens d'y passer tout d'un coup. Les Lunariens, ils viennent d'une île qui se trouvait par-dessus la Grand Line, par-dessus la Red Line, et ils disaient que c'était au-dessus de Marie-Joie, donc vraiment au top, top, top du top, par-dessus Marie-Joie, je trouve ça quand même assez intéressant. En fait, est-ce qu'ils disent au-dessus de Marie-Joie ou est-ce qu'ils disent sur le top de la... au-dessus de la Red Line? Parce que si c'est au-dessus de la Red Line, c'est encore plus intéressant. Parce que ça pourrait être n'importe où autour de la circonférence et pas juste par-dessus Marie-Joie, il faudrait que je regarde. Donc, imaginez une île qui est justement au-dessus de tout, dans un point tellement haut, et dans un point tellement, genre, poussé au-dessus. Au-dessus de, au-dessus de l'univers One Piece, au-dessus du ciel, qu'on arrive à trouver, qu'on arriverait jamais à le trouver
sans être capable d'aller dans l'espace. Mais pas dans l'espace, sans être capable d'aller dans le ciel, dans la stratosphère. Donc, je pense que l'Aftel va... Je vais suivre une théorie qui est assez répandue, qui est celle que l'Aftel ait un lien avec Reverse Mountain, tout simplement à cause du gros X. Et je pense que justement ce gros X va être la clé pour parler de... Mettons, de où se trouve le One Piece. Puis il faut le trouver, donc je pense que oui, le One Piece va se trouver quelque part au-dessus de ce fameux de cette fameuse Reverse Mountain, même qu'on a vu des constructions assez étranges dans Reverse Mountain qui ont jamais été expliquées. Une espèce de passage, une des espèces de structures, des espèces d'arches quand même assez intéressantes, donc je sais pas si on va en entendre, si ça aura un lien plus tard dans le futur. Mais donc, on a donc l'emplacement. Puis je sais qu'il y a des théories quand même assez populaires selon lesquelles le l'Aftel va se trouver soit en dessous de la Red Line, et pas de la Red Line, de Reverse Mountain, ou en dedans de Reverse Mountain, une espèce de grotte en dedans. Mais je pense que si c'était le cas, je pense qu'il doit y avoir du monde qui se sont rendus genre jusqu'à la fin de tout One Piece. Et ils ont déjà fait des études sous l'eau et ont déjà inspecté la roche. Et ils ont dû voir qu'il n'y a pas de grotte. Ils ont dû voir que rien dans la structure de Verse Mountain porte à croire que l'Aftel se trouve là. Mais personne n'a checké vers le haut. Hein. Personne n'a essayé de monter sur le top. Parce que déjà là, c'est impossible de monter sur le top à cause des courants. Mais même si tu te rends sur le top, est-ce que tu es réellement capable d'aller vers le haut? Puis je pense que c'est là qu'il y a des trucs intéressants à aller voir. Donc, on a l'Aftel qui se trouve au-dessus. Mais, oui, c'est un vaisseau, mais comment un vaisseau gigantesque peut être placé au-dessus de la Red Line? Et qu'est-ce que ce vaisseau peut représenter? Eh bien, ça, j'en parlais maintenant dans la théorie. Donc, le vaisseau auquel je fais référence, qui serait un... Imaginez, on nous vend depuis le début les armes antiques. Okay? Puis on nous dit, ah oui, on nous montre Shirahoshi. Hein. Il est capable de contrôler les mers. Il est capable de... Tu sais, elle a une arme capable de contrôler la totalité des mers. Okay? Puis on nous parle aussi d'un truc qui s'appelle Uranus, dont on connaît rien, qui selon moi va être le roi des terres, et qui va avoir quelque chose qui a un lien justement avec la Red Line. Mais il y a une troisième affaire. On a Pluton, qui est considéré comme un vaisseau capable de détruire des îles. Et je pense que tout le monde a commencé à penser, ah, faut que ce soit un bateau, ou du monde qui pense, ah, faut que ce soit une personne. Et ma théorie, moi, c'est, ah, vous savez quoi? Pluton, ça va être une île gigantesque. Une île volante. Une île qui peut détruire tout sur son passage. Oui, je pense que Pluton est nul autre que l'After. On a nous vend depuis le début que les deux trucs sont deux entités séparées. Qu'on, que tu sais, que le One... Mais on sait que le One Piece est indirectement lié aux poneglyphes. Puis les poneglyphes sont liés aux armes antiques. Et dans ma tête, on peut pas parler de l'After, on peut pas parler des poneglyphes sans parler des armes antiques. Et je pense que si tu joins les deux ensemble, il n'y a qu'une seule option. Un bateau gigantesque qui vole dans le ciel et qui a la capacité de tout détruire, de tout arracher. Et donc on aurait Pluton qui serait un bateau gigantesque que personne
n'est capable de trouver. Et donc, peut-être que justement ce bateau a besoin d'une personne en particulier pour le conduire, et que cette personne en soi serait Pluton, justement pour faire allusion au fameux... donc à Shirahoshi, comme Shirahoshi a le bateau Noah qu'elle est capable de tirer, et donc même indirectement avec les rois des mers. Donc oui, le Noah, t'es capable de... Et donc un bateau est un bateau sous-marin. Le Noah, c'est un bateau sous-marin qui est fait pour tirer les hommes poissons. Et oui, ce bateau va monter à la surface à un moment, mais ça reste un bateau qui est sous l'eau et que Shirahoshi contrôle et que seule elle peut contrôler. Mais vous imaginez si justement sur l'Aftel, quand on va arriver en haut, le bateau qu'on va voir, ça va être un bateau qui, à la place d'être pris sous l'eau, ça va être un bateau qui est pris dans les airs et que seule une personne en particulier puisse contrôler. Mais je pense que c'est ça qu'on voit, puis je sais pas encore qui est la personne. Puis je vais devoir y réfléchir. Peut-être que je vais y penser au courant de la vidéo, ou peut-être que je vais y penser plus tard dans la vie. Plus tard. Vous pouvez aussi mettre dans les commentaires si vous pensez que quelqu'un serait capable de contrôler ce bateau. Mais donc, on a un bateau gigantesque qui se trouve dans les airs, qui est capable de détruire des îles. Mais donc, maintenant que tout ça est dit, je vais juste parler de deux théories alternatives sur comment ce bateau peut se trouver quelque part dans les airs. La première, c'est une théorie qui est inspirée d'un grand homme, d'une personne que je respecte énormément, qui est Taking 101, qui est une théorie sur Agnès Lobby. Et la deuxième va être une théorie qui vient de moi-même, qui est issue de Vegapunk. Donc, parlons maintenant de celle de Taking. Donc, celle de Taking, elle est directement liée aux fruits du Nika, aux fruits de... Donc, à l'Awakening de Luffy. Et pour ça, je vais vous mettre en lien sa vidéo. Puis, juste au cas où, le monde m'entend parler d'Agnès Lobby. Ils m'entendent. Puis, vous connaissez pas Taking 101 parce que c'est un. Ah ben, ça se peut que vous le connaissiez, mais pour ceux qui le connaissent pas, c'est un YouTuber anglophone. Et la théorie en soi à laquelle je pense n'est pas la théorie de. Tu sais, la théorie habituelle qu'on entend parler d'Agnès Lobby, sur laquelle le One Piece se trouve quelque part dans le gros trou vide d'Agnès Lobby, et puis blablabla. Tu sais, c'est pas cette théorie-là. C'est pas cette théorie qui existe au Japon depuis plusieurs années, que je pense que le Mont Corvo a traduit, puis tout ça. C'est pas cette théorie-là que j'ai en tête. Moi, la théorie que j'ai, dont parle King, c'est vraiment juste par rapport à l'Awakening de Luffy. Et il parle donc, King, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un gars qui est extrêmement passionné de géographie. Et pour lui, la géographie, c'est tout. De la même façon que pour moi, la géologie, c'est extrêmement important. Et pour King, c'est la géographie qui l'est. Et donc, lui, il parle de comment la géographie d'Agnès Lobby est probablement la géographie la plus étrange de tout One Piece. Donc, je vais vous faire un petit résumé de sa théorie. Puis justement, regardez comment Agnès Lobby, c'est une espèce de bulle. C'est une espèce de... Pas j'allais dire une cloche, mais une espèce de demi-cercle. Et en dedans de ce demi-cercle se trouve une île où il ne fait jamais nuit. Comme si les journées avaient été étirées au maximum. Comme si le soleil avait été et là perpétuellement. On a aussi une île qui est flottante, qui défie les lois de la gravité. Une île qui utilise donc la Toon Force pour être présente dans l'univers. Une île qui aussi est... en dessous de Nezubi, on dit qu'il y a un trou qui s'étend jusqu'à l'infini. Puis, on nous dit pas que le trou se rend jusqu'au centre de la Terre. Parce qu'on nous parle pas du centre de la Terre. On nous dit pas que ça traverse la Terre au complet. On nous dit pas que le trou est extrêmement profond. On nous dit que c'est un trou infini. Comme si un trou avait été créé et ce trou avait été
tiré vers le bas et avait créé une île. Donc, comme s'il y avait eu un trou qui avait été créé dans le passé, et ce trou-là aurait été étiré jusqu'à l'infini. Et oui, je mets une emphase sur le mot étirer le trou, puis étirer les journées, parce que je pense qu'on n'a pas vu encore toute la puissance du fruit de Luffy. Puis je pense que donc cette théorie-ci parle surtout de l'étendue du fruit de Luffy. Il y a la théorie alternative de Vegapunk qui va parler d'un autre truc complètement différent. Mais donc, pour cette théorie, il faut penser que le fruit de Luffy, il est infini, ok? Puis c'est pour ça que je suis un peu moins fan de celle-ci et plus fan de la deuxième. Mais ça c'est pas important pour le moment. Je vais quand même en parler parce que je pense que c'est mieux de me lancer dans cette théorie puis de couler que de pas faire la théorie du tout puis dans le futur pas avoir la chance d'en parler. Donc, cette théorie-ci, quand j'en parle, c'est une théorie que j'aime beaucoup, qui est la théorie selon laquelle Luffy serait capable de pas juste étirer. Donc, le concept, comme des concepts comme Ah, Luffy étire ses poings. Ah, Luffy étire le corps de Kaido. Ah, Luffy étire le sol. Mais imaginez s'il serait capable d'étirer des trucs métaphoriques, ok? Luffy serait donc. Imaginez si Luffy serait donc capable de faire Hey, y a pas assez de bouffe à Wano. Regardez ce bout de viande. Boum, Luffy vient d'étirer un bout de viande au maximum. Maintenant, t'as assez de viande pour tout le monde. Vous savez quoi, Luffy, il dit qu'il y a trop de noirceur dans le monde. Eh bien, Luffy va pouvoir étirer le concept même de la journée. Donc, vous savez quoi, je trouve que les journées sont pas assez longues. On va créer une journée extrêmement longue, extrêmement étirée, qui va durer pour l'éternité. Vous savez quoi, il y a un trou tellement grand. Il y a un trou ici. Mais je vais étirer ce trou pour qu'il soit infini, pour que peu importe combien le monde tombe dans ce trou, le trou est étiré. Il est étiré jusqu'à l'infini. Et si quelqu'un tombe dedans, personne ne va trouver l'infini. Donc c'est de même que parle Taking dans cette vidéo. Et je me suis dit, est-ce qu'on serait pas capable. Est-ce que ce bout de terre qui a été enlevé, donc d'Enies Lobby pour créer ce trou gigantesque, est-ce que ce truc-là n'aurait pas créé un tube. Il n'y aurait pas un tube géant, une espèce de papillon de l'espace. Je vous mets en image ce qu'est le papillon de l'espace, une référence à un tome de Bernard Werber. Donc c'est une espèce de cylindre inversé dans l'intérieur, dans l'espace dans lequel le monde vit dedans. Donc imaginez-vous une espèce de cylindre, donc, mais troué dans le centre. Donc imaginez un bang, mais étiré. Et en dedans, t'habites. Donc je pense que ça pourrait être cool pour l'Aftel, mais je pense pas que ce soit réaliste vraiment avec l'idée d'avoir un vaisseau dans le ciel. Mais bon, donc une autre option, ça serait justement que le fruit de Nika, je dis Luffy depuis tantôt, évidemment, je parle pas que Luffy a créé Loftel ou un truc de même. Je pense que l'ancien utilisateur du fruit de Luffy aurait donc créé une île port. Il aurait juste envoyé ça dans le ciel et tiré ça dans le max. Peut-être que, hey, regardez ça, ok? L'île n'est pas réellement une île flottante ou une île qui utilise la science pour flotter dans le ciel. C'est une île qui a été lancée dans le ciel et donc l'île a été prise dans le passé et le temps a été étiré au maximum dans cette affaire-là, ou peut-être même que la gravité elle-même ait été étirée pour que le truc soit en chute libre, mais il soit en chute libre extrêmement lentement. Et donc, quand Luffy va décider que Loftel doit tomber, il va laisser tomber donc ce que Joy Boy a fait avec son éveil, et l'île va tomber. Sur Reverse Mountain, tout explosé, boum. Ça crée l'All Blue, et ça crée une île en plein centre de là où était Reverse Mountain, une petite île qui est Laftel, que tout le monde pourra visiter. Donc oui,
Oui, je pense que ça pourrait être intéressant de donc que l'île céleste soit issue du fruit de Luffy, mais je pense que ça serait encore une fois trop poussé pour, euh, pour un simple fruit du démon. Puis oui, on a vu des logias faire des ravages et transformer une île dans le passé, comme on a pu voir sur Punk Kazan, qui est juste l'issue de l'éveil de Aokiji et Akainu. On a vu une île qui est tout le temps prise sous des éclairs, donc j'imagine l'ancien utilisateur du fruit de nerfs. Et donc tout ça qui est. Donc pourquoi pas avoir un fruit du démon qui serait capable de justement créer une île de même. On a même on a même un Nigashima justement dernièrement qui est aussi capable de flotter dans les airs, donc je pense pas que ce soit impossible de penser qu'une île de même soit possible. Donc, oui, je pense que c'est pas impossible que Luffy soit capable de créer une île. Pas Luffy, mais que l'ancien utilisateur du fruit Luffy ait été capable de créer une île qui vit genre dans un truc complètement différent, mais je pense que ça serait un peu trop poussé. Et c'est pour ça que je préfère la théorie sur Vegapunk, que je trouve un peu plus intéressante. Donc, pour parler de celle de Vegapunk, puis je pense que justement la vidéo s'appelle Le Royaume de la Science, évidemment. Je pense que si je veux faire des références à Astro le petit robot, je pense que c'est beaucoup plus cool si l'île, à la place de flotter avec l'aide d'un fruit du démon, elle serait pas en train de flotter grâce à l'aide de grandes avancées scientifiques. Donc, parlons de Vegapunk, puis je vous parle d'un petit moment qu'on oublie souvent dans une mini-histoire. Donc, on parle souvent tu sais, comme de l'Arche Maxime, je pense que ça s'appelle le bateau d'un air, puis comment il est allé sur la Lune. On parle vraiment souvent de cette histoire-là, mais on oublie une petite partie de cette histoire selon laquelle on aurait donc un gars de l'île de Vegapunk qui aurait créé des petits robots qui utilisent des ballons pour monter dans les ciels et pour se rendre sur la Lune. Okay? Puis c'est pas la première fois qu'on voit des ballons qui sont capables de créer une île céleste. On l'a vu aussi sur l'île de Wetheria, là où Nami a passé les 2 ans. Puis ils ont réussi à créer une île qui flotte dans le ciel. Et je pensais justement que. Je suis pas en train de dire que l'Aftel va être une île avec un concept aussi enfantin de l'île flotte avec les petites ballons. Mais je pense que des trucs qu'on a vus de Vegapunk montrent que oui, c'est un grand scientifique, mais c'est aussi un gars qui essaye de créer des choses et n'arrive pas à les faire à 100%. Ok? Si on pense à l'idée, qui selon moi, les, le monde qui sont allés sur la Lune, ça a un lien directement avec Vegapunk. Que Vegapunk ait donc créé des ballons qui leur permettent d'aller dans le ciel. Puis je pense que justement, il avait créé des espèces de bulles un peu étranges pour monter jusqu'à Maréjoie. Si on pense aussi au fruit du démon artificiel qui a été capable de créer, si on pense au fait qu'il soit capable d'infuser des fruits du démon sur des animaux, si on pense aussi au. Comment qu'on appelle ce monde-là au pacifista, j'ai vraiment l'impression qu'il essaye de faire des grandes avancées scientifiques, mais il n'est pas encore à point. Okay? Il n'est pas encore en capacité de créer des fruits du démon par lui-même. Il n'est pas capable de créer des robots qui soient capables d'être comme. Tu sais, pensez justement à Astro, le petit robot, comment que c'est vraiment un enfant, ok? Puis je pense que les pacifistas, c'est pas. C'est vraiment des armes. Même les petits automates qui ont été créés sur l'île Karakuri. Tu sais, c'est pas encore. C'est pas encore assez poussé pour vraiment être
Genre, vraiment dans un royaume de la science ultra poussé. Donc, je pense que ce que Vegapunk essaye de faire, c'est qu'il essaye de recréer ce que le royaume de la science a fait, mais il n'est pas encore à 100% par rapport à ça. Et je pense que justement, pour être à 100%, c'est là que qu'on doit aller sur le royaume de la science, et c'est là qu'on va voir, par exemple, des robots 100% humanoïdes. C'est là qu'on va voir donc un vrai dispositif qui soit capable de faire voler une île. C'est là qu'on va voir comment sont créés les fruits du démon réellement. Donc, je pense qu'on va voir donc une usine de fruits du démon qui soient des vrais fruits du démon et pas des fruits du démon artificiels. C'est là qu'on va voir vraiment toute l'issue de la technologie d'un peuple. Mais ça va être aussi un peuple là, qui va être détruit. On va trouver les machines, mais on va peut-être pas trouver là, un peuple intact, ok? T'sais, on va peut-être trouver un petit robot humanoïde, mais on va peut-être pas être capable d'y parler parce qu'il sera peut-être mort. Ok? Attendez-vous à ce que ce soit extrêmement triste ce qu'on va trouver sur l'Afterle. On va trouver un royaume détruit. Mais donc, on va trouver donc que Vegapunk va être un gars qui va avoir tenté de faire ce qu'on va trouver sur l'Afterle, mais va avoir échoué. Okay? Ça va être un. Puis je suis pas en train de dire que Vegapunk c'est un échec. Je suis en train de dire que même un gars comme Vegapunk n'a pas réussi à faire ce que Joey Boy a fait. Donc, je pense qu'on va monter sur l'After. Donc oui, on aurait une île qui est à la fine pointe de la technologie, qui est peut-être qui est peut-être liée au fruit du démon de Nika, parce que je pense pas que un n'amène pas l'autre. Peut-être que ce qui isole l'île est relié au fruit du démon de Luffy, mais en soi, l'île flotte pour toute autre raison. Peut-être qu'on peut quand même avoir un royaume de la science mélangé aux aux fruits du Nika. Puis je pense qu'on peut avoir plein de trucs assez intéressants qu'on peut se découvrir sur une île de la science. Puis sur une île qui serait très différente de tout le reste de One Piece. Peut-être que quand on va monter là-haut, on va trouver. Frankie va trouver une façon de faire comme Astro le petit robot, puis juste avoir un gun pris dans son derrière. Donc, puis. Sur cette belle image, je vais vous laisser. Donc, je vous invite à liker la vidéo si vous voulez voir Frankie avec un gun dans cette partie du corps. Et je souhaite que la Toon Force soit avec vous, mes petits loups. Bonne journée.